Il y a un problème d'offre de soins dans les territoires, et nous sommes bien placés en Mayenne pour en mesurer l'acuité. Quand on prend l'effectif des médecins libéraux mayennais, c'est-à-dire 180, 190, par rapport à la moyenne nationale, nous sommes pratiquement à 30-40% en dessous de la moyenne nationale. Pendant un temps, on a cru que ceci affectait les territoires ruraux, mais on voit bien que ça concerne également les territoires urbains. Et donc, l'idée des maisons de santé constitue certainement une bonne réponse en ce que les jeunes médecins ne conçoivent pas l'exercice de leur profession comme leurs aînés, et que la mise en place de telles maisons médicales pluridisciplinaires, où l'on retrouvera à la fois des médecins, mais aussi des infirmiers, des infirmières, des kinésithérapeutes, c'est certainement une voie d'avenir. Maintenant, ça ne peut pas se concevoir uniquement à l'échelon des collectivités territoriales, c'est aussi l'affaire du corps médical. Et donc, ces projets-là doivent être pensés avec les médecins en place, qui préparent leur avenir. Ceci met en cause également la présence de stagiaires médecins. Pendant très longtemps, en Mayenne, les médecins libéraux n'étaient pas agréés comme maîtres de stage. Et donc, on n'avait pas ces jeunes internes dans les hôpitaux, les CHU, là où se forment les futurs médecins, ils n'avaient pas l'occasion de venir en territoire rural. Et lorsqu'ils étaient dans les territoires ruraux, on n'avait pas encore mis tout à fait, en dehors de quelques exceptions en Mayenne, le concept de maison médicale, pour qu'ils comprennent ce que sera demain le cadre juridique, le cadre institutionnel, territorial, dans lequel ils pourront exercer durablement leur si belle profession. Donc, nous avons l'intention de doubler en effet le nombre de maisons médicales. Dans le crédit d'investissement qu'entend développer Emmanuel Macron, 50 milliards, il y a 5 milliards pour la santé, et c'est dans ces conditions que nous pourrons apporter un supplément de financement pour ces 1000 maisons de santé supplémentaires dont il convient de doter les territoires français. Donc ça pourra faire combien pour la Mayenne? Alors pour la Mayenne, il faut qu'on l'étudie, mais je pense que ça peut être 4 ou 5 maisons de santé supplémentaires par rapport à celles qui existent, mais il faudrait aussi qu'on essaie de prendre appui sur celles qui existent pour veiller à ce que les investissements qui ont été réalisés dans le passé ne soient pas des investissements perdus. Monsieur Canna. Alors effectivement, bon, sur le principe des maisons de santé, on est tout à fait pour, mais d'une manière plus globale, effectivement, on a en moyenne 552 médecins, ça fait pour le département 173 pour 100 000 à peu près. Mais un tiers de ce corps médical a plus de 60 ans, et 53 ans en moyenne générale d'âge. Ce qui fait qu'on aura aussi un problème de médecins dans les années à venir qui conviendront à résoudre en Mayenne. Je rappelle que nous sommes dans les 10 derniers départements en matière de desserte médicale. Vous évoquiez tout à l'heure le problème des internes. Tout à fait d'accord, c'est un de nos projets, c'est de demander éventuellement des stages d'internat des étudiants en médecine, précisément dans les zones qui sont un peu en déshérence sur le plan des médecins. Et ça me paraît être une chose tout à fait correcte. Alors, maison médicale, oui, mais quand même derrière, il y a la présence ou pas des médecins. On a un numerus clausus qui nous gêne. Dans notre projet, on veut relever le numerus clausus, dont on se demande pourquoi il ne l'a pas été. Ce qui fait qu'actuellement, on a 27% de médecins étrangers recrutés parce qu'on n'arrive pas au plan national à recruter des médecins. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Par ailleurs, je me penchais sur les études en matière d'offres médicales. Parce qu'il y a eu des études très poussées qui ont été faites sur la désertification médicale, le fait que les médecins ne soient pas où on les attend en fait, parce qu'on a une surreprésentation de médecins dans le sud de la France et une surreprésentation dans le nord. Et l'adresse a sorti une typologie, des explications sociologiques sur la féminisation du corps médical. Savez-vous qu'actuellement, on a plus de 46% de femmes qui sont médecins et qu'en 2022, elles seront tout à fait majoritaires. Et c'est important. Et savez-vous combien il y a d'étudiantes en médecine? Oui, c'est pratiquement 80%. Oui, voilà. Et donc l'explication sociologique de cette étude disait que les femmes, contrairement aux hommes, là où les hommes vont privilégier la rémunération au plan de carrière, les femmes vont privilégier les zones où il y aura des établissements scolaires pour les enfants, où on aura une qualité de vie importante, où on aura peut-être un exercice d'emploi du conjoint plus facile. Et donc pour l'avenir, c'est quand même un élément aussi qu'il faudra prendre en compte. Alors dans les projets que nous avions, on avait aussi, quand c'était possible, le maintien des maisons médicales, mais le maintien des hôpitaux de proximité, pardon. Alors là,
en privilégiant le maintien des hôpitaux de proximité, ça va nous obliger à avoir de manière conséquente un recrutement dans la fonction publique hospitalière, ce qui va générer des coûts. Et pour générer ces coûts-là, nous on propose des pistes de réflexion en matière d'économie, de gisement d'économie. Alors, je ne vous surprendrai pas si je vous parle de l'AME, 1 milliard par an, qui est une aide médicale gratuite pour les étrangers. Pour éventuellement la fraude de la carte vitale, c'est 10 milliards d'euros par an. Instauration d'une carte vitale biométrique pour lutter contre la fraude. Nous avons également peut-être des pressions sur les laboratoires, parce que vous comme moi, vous avez acheté des boîtes de comprimés, vous en consommez la moitié, le reste va à la poubelle, vous retournez chez le pharmacien. Donc on peut éventuellement, en faisant pression sur les labos, vendre du médicament à l'unité pour baisser les coûts, accentuer l'offre de médicaments génériques. Donc il y a plein de gisements d'économie qui pourraient permettre, dans des zones rurales notamment, de maintenir des établissements hospitaliers, des hôpitaux. Emmanuel Macron préconise un plan de santé de 5 milliards d'euros. Dans ses idées, il veut transformer la médecine de ville. Ça signifie quoi, transformer la médecine de ville? C'est notamment faciliter la constitution de sociétés de médecins qui se regroupent, qui exercent collectivement avec d'autres professions de santé. C'est aussi privilégier la prévention, car en mettant un effort particulier sur la prévention des risques de santé, on peut réduire les coûts de santé. Je pense qu'il faut également que l'on organise la relation entre les différents pôles de santé. Il y a les centres universitaires hospitaliers, les CHU, où l'on forme les jeunes médecins. Il y a les cliniques privées, il y a les hôpitaux publics. Il faut bien veiller à ce que, au-delà des maisons médicales et de la présence des médecins, que nous ayons également des hôpitaux bien structurés, des relations très coopérantes entre là où il y a cliniques privées et hôpitaux publics pour éviter les dualités et quelquefois les gâchis de moyens. Il faut améliorer incontestablement la gestion des hôpitaux publics. Et de ce point de vue, il y a certainement des efforts considérables à faire pour y voir plus clair et mieux maîtriser la dépense publique. Mais il faut être bien conscient aussi que si nous n'avions pas un certain nombre de médecins venant du Moyen-Orient ou d'Afrique, on peut se demander comment fonctionnerait nombre d'établissements. Et donc, par rapport au phénomène migratoire, il faut avoir, je crois, une vision humaine et mesurée. Car si l'on demandait immédiatement aux médecins venant de ces pays de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient de quitter nos établissements, ce serait un désastre absolu. Donc, reconnaissons que les migrations doivent être contrôlées. Alors, sur ce dernier point, si vous permettez, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas, du jour au lendemain, 27% de médecins étrangers, ça reste impossible. Mais parallèlement, on peut se poser la question, pourquoi on ne relève pas le numerus clausus? Pourquoi, depuis des années, maintenons ce numerus clausus qui nous empêche de former des médecins? Et je rappelle quand même que les étudiants français, pour une grande part, vont en Belgique ou ailleurs pour obtenir des diplômes. Et ça, c'est quand même une incompréhension qu'on a et on n'a pas d'explication rationnelle, sur ce problème. Marine Le Pen, Je veux dire en tout cas que s'agissant du numerus clausus, Emmanuel Macron est également favorable à ce que l'on révise le nombre de médecins que l'on forme pour mieux répondre à l'attente de nos concitoyens. Sur les stages d'internat dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Panda, en quoi qu'est-ce qui constitue ces stages d'internat exactement? C'est-à-dire, les jeunes médecins en formation viennent... c'est de l'apprentissage. Voilà, c'est ça, absolument. C'est de l'apprentissage. Absolument. Un médecin, un interne qui fait un stage, soit dans un hôpital, soit dans une clinique, soit dans un cabinet médical, c'est un apprenti médecin. C'est une façon aussi de revaloriser l'image que l'on donne trop souvent à l'apprentissage. On peut aussi permettre... Mais ça suppose que les médecins acceptent d'être agréés comme maîtres de stage. Et rendons hommage à ceux des médecins mayennais qui ont accepté cet effort, car il faut aller au CHU, il faut se coordonner avec les formateurs, c'est une contrainte, c'est un investissement personnel. C'est une façon de préparer l'avenir. Donc là, il faut une volonté politique pour imposer le relèvement du numerus clausus, mais aussi imposer aussi l'installation des médecins. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, imposer l'installation des médecins dans les déserts médicaux? En Mayenne, on ne peut pas, puisque même si c'est une fonction de l'État de proposer une offre de santé, à partir du moment où ce sont des médecins libéraux, on ne peut pas leur imposer. La seule manière qu'on ait, le seul levier qu'on ait, c'est l'incitation, qui est souvent une incitation, soit fiscale, etc.
Mais là, même maintenant, de moins en moins de médecins hommes acceptent ces incitations et rejoignent un peu les femmes dans les critères de choix, et c'est plutôt la qualité de vie. Juste une petite chose, on pourrait aussi imaginer de proposer aux médecins à la retraite ou pendant la retraite de faire quelques années de plus. C'est ce qui se passe en Mayenne. Voilà, j'ai vu avec le docteur Pomard, que je connaissais très bien, effectivement, et de travailler dans la maison de santé ou de dispenser des cours à droite à gauche. Et bon, ça, effectivement, c'est aussi une piste qui pourrait nous permettre. N'allons pas demander au président de la République de régler toutes ces questions. Bien sûr. Emmanuel Macron souhaite donner des marges de liberté, décentraliser, déconcentrer, faciliter l'expérimentation. C'est aussi le rôle, à mon avis, des acteurs locaux que d'imaginer les conditions de l'attractivité. Et pour qu'un jeune médecin vienne dans un hôpital comme dans une maison de santé, il faut qu'il ait une claire conscience que l'institution dans laquelle il va entrer est une institution qui a un projet, qui a un devenir, et qu'on ne va pas s'interroger demain matin pour savoir si ça va être maintenu ou si ça va être remis en cause. Donc le vrai sujet, et en cela les médecins sont appelés à s'impliquer, c'est de concevoir ensemble ces projets qui soient des projets durables. Le vrai sujet, c'est de se projeter dans l'avenir et de ne pas avoir les yeux dans le rétroviseur. Très bien. Donc, si vous permettez, Je peux faire un truc particulier, non, je souscris tout à fait. on va passer au thème de la ruralité. Ça rejoint également la santé, évidemment. La fibre optique, la téléphonie, les transports, ça c'est des thématiques qui reviennent chez les deux candidats. Les deux candidats veulent développer ces infrastructures en milieu rural notamment, et c'est bien précisé dans les programmes. Mais comment l'État peut intervenir, sachant que les collectivités locales se sont déjà fortement impliquées dans ces domaines, étant donné que l'État n'a plus les moyens. Voilà, la question est là. L'État n'a plus les moyens, et c'est clair que le cadre financier, budgétaire, doit nous permettre, dans les 5 années qui viennent, de réduire significativement nos dépenses publiques, 50 milliards au moins, mais qu'à l'intérieur des dépenses publiques, nous devons redonner de la consistance aux investissements. C'est-à-dire qu'il faudra être économe dans les dépenses de fonctionnement. Et Emmanuel Macron a prévu, tout en réduisant les dépenses publiques de 50 milliards, de dégager une enveloppe de 50 milliards pour des investissements. Tout à l'heure, nous avons évoqué les 5 milliards pour la santé. S'agissant des collectivités territoriales, 10 milliards sont prévus, notamment pour ces équipements d'accès à la fibre optique, les zones blanches également. 10 milliards, mais ils viennent d'où ces 10 milliards? Du budget de l'État. Du budget de l'État. C'est-à-dire qu'on aura dû faire des arbitrages pour globalement réduire de 50 milliards la dépense publique et de pratiquement 100 milliards les dépenses de fonctionnement, pour pouvoir dégager des crédits en faveur de l'investissement. On réduit le fonctionnement et on augmente l'investissement pour l'avenir. Exactement. Parce que l'investissement, c'est ce qui prépare l'avenir. Et la fibre optique, l'accès au 3G, au 4G est fondamental. On entre dans l'ère du numérique. Et dans l'ère du numérique, on est dans la dépendance du GAFA, de Google, d'Apple, de Facebook, d'Amazon. L'impérialisme américain. Ils sont même si forts qu'ils parviennent à ne pas payer d'impôts en Europe, parce que les États européens se concurrencent mutuellement. C'est dire le besoin d'Europe, d'une Europe politique, pour créer les conditions pour que naissent des géants du numérique. C'est bien de faciliter l'accès au numérique, partout, sur tout le territoire, et notamment dans les territoires ruraux. Encore faut-il que nous ayons une maîtrise du numérique. Et donc notre devoir, c'est de faire naître un géant. Je ne pense pas que la France est une seule pour y parvenir. En revanche, si les Européens en conviennent, ils pourront le faire. Les Européens voulaient faire un GPS, M. Arkin, ils n'ont pas encore réussi. Si, il y a Galiléo qui commence à fonctionner. Il y a une dizaine de satellites qui sont à l'œuvre. C'est vrai que c'est long, Galiléo, il n'est pas encore arrivé. Alors effectivement, mais je souscris également aux coopérations européennes. On n'est pas nécessairement dans l'Union européenne pour avoir des coopérations fructueuses dans... Permettez-moi de vous dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On est dans la mondialisation. Airbus et rien. Oui. Ne devons rien l'Union européenne. Mais ça s'est fait... des coopérations multilatérales. Ça s'est fait sans les États. Pour revenir aux milieux ruraux,
Oui, pardon. Sur la même question. Alors effectivement, je souscris ce qu'a dit M. Arthuis sur le fait de permettre effectivement aux territoires enclavés ou aux territoires ruraux d'avoir accès à l'Internet, puisque précisément ils ont des difficultés d'accès aux services publics et il est très bon qu'ils puissent communiquer, etc. Alors, mais dire par exemple qu'il faut la fibre optique sur les territoires, que la plupart des départements ont pris ça eux-mêmes à leur charge et ont développé, en Mayenne par exemple, c'est par comité de communes. Oui. Est-ce que c'est pas un peu pieux tout simplement dire c'est vachement bien, on va avoir la fibre optique, mais de toute façon on s'en fout, c'est pas nous qui payons. Vous voulez dire de la part des citoyens des candidats. Voilà, de toute manière, au bout du compte, c'est toujours eux qui payent un peu quand même. Si c'est le budget d'État qui rendent, oui. De toute façon, toujours les citoyens qui payent. Bah oui, bien sûr. Ce ne sont pas les présidents de la République qui payent. Même si tout le sujet, c'est l'arbitrage entre les dépenses publiques, c'est la relation entre l'impôt que paient les citoyens et les services que va rendre la collectivité publique. Les arbitrages sont à trouver. Je pense que Emmanuel Macron va donner beaucoup plus de responsabilités aux instances locales, parce qu'il est vain de dire voilà, vous allez faire des économies, mais en contrepartie, c'est moi, ministre de l'Intérieur, qui vais décider du niveau de rémunération de vos collaboratrices qui surveillent les enfants dans les écoles maternelles. Il faut que ça cesse. Il faut que ce soit les élus territoriaux qui conviennent de ces niveaux de rémunération et non pas l'État, le gouvernement, à la place des élus territoriaux. Pour revenir à ce que vous disiez, même si M. Hollande dit ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye, au final du final, c'est toujours le citoyen qui paye. Alors effectivement, nous aussi, on est pour les renforcements et les encouragements aux efforts d'infrastructure dans les zones rurales. Alors pour trouver des crédits, effectivement, on peut décider de mettre X milliards pour financer, mais on peut aussi essayer de rediriger les crédits de la politique de la ville, qui sont essentiellement déversés sur les banlieues. On pourrait éventuellement imaginer d'en rediriger une partie sur les zones rurales, parce que je rappelle que les banlieues sont forcément les régions les moins riches, bien au contraire. La Creuse est moins riche que les Hauts-de-Seine ou que des départements de Seine-Saint-Denis. Je veux dire, là, il y a peut-être aussi des gisements financiers qu'on peut récupérer, rediriger. Pardon ? Redistribution. Voilà, absolument. Un rééquilibrage, disons. Mais ça dépend de la banlieue, parce que vous avez quand même quelques quartiers de banlieue qui nécessitent de la part des pouvoirs publics des soins particuliers. Il y a des endroits où l'État n'arrive plus à exercer ses prérogatives. Il est urgent de retrouver la règle de droit dans toutes ces banlieues. Et pour cela, il faudra des efforts, notamment des efforts éducatifs. C'est en cela que le projet de réduire les effectifs dans les classes primaires, notamment en cours préparatoire, dans les zones d'éducation prioritaire, est une disposition fondamentale. Elle conditionne totalement notre avenir. Retour aux milieux ruraux, M. Arthuis, une proposition d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup jaser, au moins les maires ruraux. J'ai eu l'exemple avec le maire de Bannes qui m'a dit clairement, si Emmanuel Macron enlève la taxe d'habitation, nous on met la clé sur la porte. Comment cette proposition peut-elle être gérée? Il ne l'enlève pas. D'abord, la taxe d'habitation, comme les impôts locaux, est un impôt de répartition. Comment répartit-on cet impôt? Sur la base des valeurs locatives. Quand ces valeurs locatives ont-elles été établies? Au début des années 1970. Et depuis, il y a eu de nombreuses constructions, et nous sommes avec une matrice de valeurs locatives qui est totalement archaïque et totalement injuste. Donc, nous avons un système fiscal, on avait essayé de le réformer, souvenez-vous, au début des années 90. Les contribuables avaient payé 1% d'impôts supplémentaires pour financer la révision des bases. Et quand on a vu la révision, les gouvernements successifs ont été saisis par l'angoisse. Il y avait des gagnants, il y avait des perdants. Et donc, rien n'a été fait. Que se passe-t-il aujourd'hui? Plus du tiers des contribuables ne paient pas de taxe d'habitation. Un second tiers voit sa contribution plafonnée en fonction de ses revenus. Et donc, ne voit pas les conséquences de l'augmentation éventuelle de l'impôt. La mesure que propose Emmanuel Macron a au moins pour avantage de suspendre une injustice et de redonner du pouvoir d'achat à ceux qu'on appelle les classes moyennes. C'est à cela que ça répond. Quant aux collectivités locales, elles bénéficieront d'une dotation de compensation. Mais le vrai sujet que nous avons derrière tout cela,
Parce qu'on peut toujours s'interroger, est-ce que les compensations seront maintenues au niveau équitable? Vous l'avez connu, ça, monsieur Arthur, en tant que président mais du département. je crois pouvoir dire que Macron respectera cet engagement. Mais au-delà, l'impôt local, c'est quand même le lien de citoyenneté. Ce qui fait la noblesse de la démocratie, c'est probablement l'impôt. Comment répartit-on la charge entre celles et ceux qui sont membres d'une même communauté de solidarité? Eh bien, il va falloir qu'on trouve un autre impôt qui puisse se substituer à cette taxe d'habitation. Parce que la logique de la décentralisation, c'est de maintenir ce lien de responsabilité entre les citoyens et celles et ceux qui sont élus pour administrer la commune ou le département ou la région. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait un nouvel impôt, monsieur Arthur? Il y a différentes réflexions qui sont en cours. Pourrait-il s'agir d'un impôt additionnel à l'impôt sur le revenu? Pour l'instant, rien n'est décidé. Et je pense que la vraie sagesse consistera à réunir les élus territoriaux, les représentants des communes, précisément, pour voir avec eux quelle peut être la voie la plus équitable, la plus responsable. Monsieur Cadenas, justement, toujours sur la ruralité, Marine Le Pen veut garantir un accès public à tout le monde et surtout dans les milieux ruraux. Ça veut dire multiplier les gendarmeries, les hôpitaux, multiplier les postes. Vous savez qu'en moyenne, comment on les finance? En moyenne, 42% des habitants ont une brigade de gendarmerie et ou un poste de police à côté de leur résidence. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas trop mal desservi. Par contre, ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir une inégalité de traitement entre les habitants des zones urbaines et les habitants des zones rurales. Donc il faut qu'on puisse, par principe, garantir l'égalité de traitement zone urbaine, zone rurale. Mais dans un budget en déficit, comment on réussit à avoir plus de services publics? Souvent ce déficit dans les propositions, mais on a aussi des gisements d'économie importants, qu'on évoque peu souvent. Dans le programme, on a quasiment 70 milliards de gisements d'économie. Mais juste un petit point sur les services publics, il y a une proposition du UE qui a été la libéralisation du rail. Je dois dire que, enfin je sais pas où on en est actuellement, nous on y est totalement opposés parce qu'on considère que les services de la Poste, les services de la SNCF doivent être conservés, doivent toujours être des entreprises publiques. Parce qu'à partir du moment où ça va nous échapper, au bout du bout, à mon avis, c'est les citoyens qui vont en pâtir, essentiellement dans les zones rurales. Est-ce que ça veut dire qu'avec Marine Le Pen, on va réouvrir les agences postales? Disons qu'il y a quand même des aménagements qui sont faits, et de ce point de vue-là, c'est pas mal. Quand je vois les mairies dans les petites communes qui proposent leurs locaux le matin ou le soir après 17h pour des agences postales, évidemment, ça dépend des communes. Mais de certaine manière, il y a un désengagement quand même. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est une étude qui a été faite. Je pense de l'étude de Yigal Fijalkov et Christophe Jaudin, une étude 2012. Pour 60% des personnes interrogées des zones rurales, il y a une vraie détérioration des services de la Poste. Et pour 56%, on a également une réelle détérioration de l'école et du collège dans les zones rurales. Donc c'est quand même au niveau du ressenti des populations, c'est quand même répondre à la demande de la population en pouvant proposer quelque chose. Vous voyez, parce qu'on voit bien, Marine Le Pen, aux dernières élections, elle est première dans 20 000 communes. Macron est premier dans 6 700 quelques communes. Alors on voit bien que là, il y a une vraie France urbaine qui s'oppose à une France rurale. Alors évidemment, comme là le thème qui nous occupe c'est la ruralité, j'imagine qu'Emmanuel Macron devra trouver des réponses. Mais Emmanuel Macron est favorable à des maisons de services publics. Il ne faut pas se méprendre. Et je pense que la Poste a fait des efforts pour se transformer. Vous ne pouvez pas à la fois mettre de la fibre optique pour du 3G, du 4G, l'Internet partout. Vous voyez bien que le courrier n'est plus ce qu'il était. Et donc la Poste peut avoir d'autres fonctions aujourd'hui, auprès des personnes âgées, par exemple, pour livrer aux gens des repas, par exemple, ou des personnes âgées pour s'assurer de leur état de santé. Donc ceci est à repenser intégralement, à n'en point douter. Quant aux écoles, je pense que c'est un vrai sujet. Et la question qui est posée, c'est de savoir comment on peut maintenir une école de qualité en milieu rural. Et dans certains cas, ça passe forcément par le rapprochement de plusieurs écoles. Car si vous laissez une école dont les effectifs sont en train de baisser, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va avoir une école à une classe ou à 2 classes, et que vous aurez beaucoup de mal à maintenir des maîtres durablement. Vous aurez des maîtres qui viendront là en sortant de leur formation professionnelle,
si tant est qu'on la réhabilite, cette formation professionnelle des maîtres dans les écoles, mais qui chercheront très vite à s'orienter vers un établissement dont l'avenir est mieux assuré. Donc je pense que la responsabilité que nous avons, nous qui représentons les territoires ruraux, c'est d'encourager les élus du territoire précisément à anticiper ces phénomènes pour maintenir des écoles irréprochables, qui répondent totalement aux attentes éducatives. C'est pas gagné, parce que c'était refusé par les maîtres de la Mayenne, donc, enfin, le projet de réflexion autour d'un groupe. Mais je pense quand même qu'il est sage de réfléchir à son avenir et de ne pas tout attendre du ministère pour ensuite protester des décisions qu'on jugera arbitraires. Je pense que... C'est une question de méthode peut-être. C'est une question de méthode, c'est une question de gouvernance. L'approche d'Emmanuel Macron, c'est d'abord de remettre en cause la gouvernance publique, qui dans bien des cas est une gouvernance irresponsable, qui fait qu'on ne prend pas de décision. Et c'est donc en envoyant plus près du terrain, c'est en donnant plus d'autonomie aux écoles, aux collèges, aux lycées. Vous avez peut-être participé à des conseils d'administration d'établissements. De quoi parle-t-on en général? On parle du prix des repas à la cantine, de la qualité des repas, du transport scolaire. Je pense qu'il faut qu'on puisse, dans les communautés éducatives, évoquer l'ensemble des problèmes. Quel est le projet éducatif? Comment évalue-t-on la progression des enfants pour venir en aide auprès de ceux qui sont peut-être en difficulté? C'est tout cela qui est en cause. Et je pense que les territoires ruraux sont des lieux privilégiés pour mener des expérimentations de cette nature. On passe à l'emploi, si ça ne vous dérange pas. En Mayenne, le taux de chômage est très bas, mais il n'a jamais été aussi haut que depuis le début de ce quinquennat, notamment. Malgré tout, il y a des secteurs qui sont en tension. Je pense notamment à une entreprise de Goron, la Serap, qui peine à recruter leurs chaudronniers, qui va chercher des chaudronniers en Pologne et en Roumanie. Ah, oui, ça c'est un problème parce qu'on... Ah oui, excusez-moi. Non mais justement, quelle mesure c'est-à-dire que nous déjà on s'inscrit en fond contre la moitié du collège unique. Parce que je me souviens il y a quelques années, à 14 ans, le gamin qui ne pouvait pas suivre d'études, il attaquait une formation professionnelle. Donc nous on veut revaloriser les filières professionnelles parce que là on perd du temps. C'est pour ça qu'on a des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi beaucoup trop tard. Et là, on nous parle de retraite à 60 ans, mais c'est des gens qui ne vont pas avoir les 40 annuités s'ils rentrent sur le marché de l'emploi à 25 ans. Donc, revaloriser les filières professionnelles et leur permettre, dès 14 ans, comme ça se faisait il y a quelques années, de démarrer une formation pour un CAP, éventuellement de chaudronnier ou d'ébéniste. Parce qu'évidemment, les ébénistes, vous évoquez les chaudronniers, mais les métallurgies, il y a vraiment des métiers qui sont en souffrance et on ne trouve personne. Alors maintenant, le problème de la main-d'œuvre étrangère, on pourra peut-être l'évoquer plus tard, je vais laisser M. Lortel répondre, parce qu'on pourrait évoquer effectivement la directive détachement, etc., qui crée une concurrence complètement déloyale à nos ouvriers, à nous. Là, ce n'est pas de la concurrence déloyale. Le patron de la Serap embauche au même tarif des gens qui viennent de attention au même tarif, au même SMIC français, mais les charges sociales. Où? Au pays d'origine ou en France? En France, des charges sociales de France. Et le problème est celui-ci, c'est que s'il ne prend pas de chaudronnier polonais, il n'a personne pour travailler. Voilà. Ça c'est une carence de l'État. Ça c'est une carence de l'État, je suis désolé. C'est une carence de notre système éducatif. Alors je comprends bien que le chef d'entreprise soit obligé, évidemment, pour que son entreprise prospère, mais c'est quand même une carence de l'État de n'avoir pas su anticiper. Priorité, constat, la France dépense plus de 30 milliards dans la formation professionnelle, avec une efficacité faible, et c'est peu dire. Problème d'orientation professionnelle. Moi, je constate que le chômage des jeunes est un vrai sujet. Et le paradoxe, c'est qu'il y ait des offres d'emploi et qu'il n'y ait pas de candidats pour occuper ces emplois. Il n'y a pas d'adéquation. Ce que je constate, c'est qu'en Europe, l'Europe des 28, il y a un jeune sur 4 au chômage. Et dans certains pays, c'est un jeune sur 2. Sauf en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Des pays qui pratiquent l'apprentissage, avec un enracinement profond dans le tissu économique, dans les entreprises. Eh bien, ce que propose Emmanuel Macron, c'est de développer l'apprentissage, et même le pré-apprentissage, pour des jeunes de 14 ans qui sont en difficulté, qui sont menacés par le décrochage scolaire, de les mettre en relation avec l'entreprise, et d'inviter le monde de l'entreprise à faire un vrai investissement, c'est-à-dire prendre le temps d'accueillir ces jeunes, qui ne sont pas là simplement pour donner un coup de balai ou faire des photocopies. Non, qu'ils puissent entrer dans ce qu'est la culture d'entreprise, voir
en quoi ils pourront y occuper une place et s'y épanouir. Sur la question des jeunes, Marine Le Pen a une proposition qui s'appelle Premier Emploi. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est exactement? Nous faisons de l'apprentissage et de la formation professionnelle une priorité, et dans l'enveloppe des 50 milliards d'investissements, il y a 15 milliards pour la formation professionnelle et pour l'apprentissage. On veut même encourager les jeunes à aller comme les étudiants, parce qu'on a constaté que ceux des étudiants qui ont fait une mobilité à l'intérieur de l'Union européenne, Erasmus, que ces jeunes-là se protègent beaucoup mieux contre le risque de chômage que ceux qui n'y ont pas eu accès. Et donc nous voulons coupler apprentissage et mobilité longue, d'au moins une année. Alors pour le reste, nous souhaitons alléger les charges sociales, parce que le marché unique européen est un lieu de concurrence. Si donc on fait peser sur le coût du travail le financement de la protection sociale, on se retrouve avec des coûts excessifs et on est en perte de compétitivité. Et ceci peut susciter des délocalisations d'activités ici et là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, pour mieux les contrôler à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, nécessité d'alléger ces charges, nécessité de revoir la législation sur le travail, qui est beaucoup trop rigide. Il faut ramener la discussion à l'échelon du terrain, à l'échelon de l'entreprise, et qu'il y ait un vrai dialogue partenarial entre les représentants du personnel et les responsables des entreprises, que les négociations se fassent au niveau des entreprises ou au niveau des branches, mais en tout cas au plus près des situations économiques. Quand une entreprise est en difficulté, eh bien, il faut, comme dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, que l'on puisse, sans contrainte législative, réduire peut-être le niveau des rémunérations et attendre une période plus favorable, plutôt que d'entrer dans ces mécaniques de licenciement qui sont des épreuves épouvantables, extrêmement coûteuses et humainement déchirantes et humiliantes. Alors oui à l'allègement des charges, je souscris totalement. Oui, vous avez une proposition. Alors oui à l'allègement des charges, mais également maintien de l'impôt sur les sociétés à 15% pour les TPE et création d'un niveau intermédiaire de 33 qui passe à 24 pour les PME. De ce point de vue-là, effectivement, l'explosion des normes administratives, etc., ça ne peut que freiner la recherche d'emploi. Alors, pour répondre à votre question, M. Lanvierge, effectivement, dans notre programme, on a le fameux premier emploi. Premier emploi. Tout simplement, c'est de permettre à un chef d'entreprise qui prend l'initiative d'embaucher un jeune de moins de 21 ans pour son premier emploi, on l'exonère de charges pendant 2 ans. Comment on finance ça? Le détail du financement, je vous renverrai. Moi, je pourrais vous indiquer toutes les économies que nous, on prévoit ou qu'on propose, puisque je vous dis, on a un projet entre 60 et 80 milliards d'économies. Pour en citer rapidement, bon, j'ai cité l'AME, 1 milliard, 10 milliards sur la fraude sociale, 20 ou 30 sur la fraude fiscale. Voilà, oui, mais évidemment, c'est des chiffres. Des spéculations oui, sur la réduction des fraudes, chacun a sa martingale pour y arriver. Maintenant, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Pour la carte vitale, c'est facile. Une carte vitale biométrique qui est repoussée depuis des années, ça serait facile, c'est 10 milliards quand même. On recule depuis des années l'instauration de la carte vitale biométrique qui permettrait d'éviter les fraudes. Ça, il faut le faire. Oui. C'est quand même quelque chose mais vous ne laisserez pas, qu'il y ait de la rigueur, c'est incontestable, mais vous ne laisserez pas succomber du fait de la maladie les personnes qui sont sur notre territoire. Ça, c'est évident. Nous avons des obligations humanitaires, ce n'est pas la peine de faire référence à l'humanisme chrétien si on n'est pas capable d'avoir cette attitude de respect et d'humanité. Là, vous évoquez des situations d'urgence, donc je suis non, totalement... Je dis simplement que nous avons liberté, égalité, fraternité. Oui, mais enfin d'abord à l'égard de nos compatriotes. Oui, mais ne créons pas d'ostracisme, parce qu'on fait naître des fantasmes et on n'est pas sur les vrais sujets. Enfin, pour ce qui concerne la carte vitale... Bon, sur la carte vitale, il faut la rigueur, incontestablement. Toutes les fraudes doivent être combattues avec une extrême rigueur. Alors, par exemple, sans équivoque. Je voudrais pointer aussi un des éléments de notre programme en matière d'emploi, c'est le SMA qui fonctionne très bien dans les dom-toms. Pourquoi ne pas tenter l'expérience en France? C'est quoi le SMA? C'est les services militaires adaptés. En fait, c'est un encadrement militaire. Et les jeunes qui sont un peu en déshérence sur le plan scolaire, qui sont sortis du système sans diplôme, on les remet pendant une année et on leur donne un savoir-faire professionnel avec des professeurs d'électricité, etc. Et c'est sanctionné par un diplôme à la sortie et ça fonctionne très bien dans les dom-toms. Mais ça concerne justement ces jeunes qui ont des difficultés scolaires et qui n'ont pas pu se trouver à s'insérer dans la vie sociale de leur commune ou de leur région.
Par ailleurs, je voudrais quand même qu'on évoque aussi la situation difficile des personnes qui sont handicapées ou qui sont en affection de longue durée. Hein, vous savez que ces gens-là ont beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, et donc on voudrait nous étendre ce qu'on appelle le droit à l'oubli. 5 ans, ça nous paraît un maximum, de venir après c'est marqué sur les papiers, les problèmes de santé, etc. La même proposition voilà. en face. Bah, oui, mais Emmanuel Macron a copié le programme de Marine Le Pen. Non. La matrice n'est pas tout à fait la même. Et le cadre général, je note bien que vous avez 70 milliards d'économies, mais j'aimerais en voir le détail. Et la faisabilité. En matière d'emploi, Emmanuel Macron veut revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. À l'époque où Sarkozy l'avait fait, tout le monde avait crié au loup en disant avec ce genre de système, on ne va pas créer d'emploi. On va limiter les embauches. Qu'est-ce qu'on dit? On a bien vu que l'histoire des 35 heures qui consiste à dire, ben voilà, puisqu'il y a des chômeurs, on va réduire la durée de temps de travail, comme ça tout le monde aura du boulot. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est libérer les énergies, redonner des marges de liberté. Parce que c'est dans cette condition qu'on va de l'avant, qu'on investit, qu'on innove. Si on est prisonnier de corsets administratifs de toute nature, nous voulons privilégier l'innovation, la créativité. Et d'ailleurs, ça ne doit pas se limiter à la sphère marchande et aux entreprises. Nous militons pour que dans la sphère publique également, il puisse y avoir des expérimentations, des innovations, que l'on puisse rendre le service public autrement, peut-être plus efficacement et à moins cher. Ceci, c'est la responsabilité des élus du territoire. Mais il faut arrêter ces empilements de directives, de normes. On ne peut pas d'un côté dire, voilà, vous allez appliquer tel dispositif qui est forcément coûteux, et puis vous réduirez vos dépenses. Il faut laisser les gens. La liberté, c'est le gage de la responsabilité. Et c'est cela que nous voulons privilégier. Donc sortir de cette paperasse énorme. Si on veut lutter contre les fraudes, il faut des règles simples. C'est la complexité qui fait qu'on fait de l'optimisation et que de l'optimisation, on peut passer à la fraude. Donc la simplification facilitera tous les contrôles et chassera les fraudes et les pertes en ligne de cotisations sociales ou d'impôts, de quelque nature qu'ils soient. Sur la surenchère des normes, si Emmanuel Macron a une majorité au Parlement, est-ce qu'il y aura une charte au niveau des parlementaires pour qui s'engagent à ne pas en rajouter par rapport à l'Europe? Écoutez, ça c'est un vrai sujet. Il y a des normes qui sont fixées au plan européen. Elles doivent être transcrites au plan national. Et la France, quand elle voit arriver une norme qui a été décidée au plan européen, en rajoute une couche. Emmanuel Macron a très bien dit qu'il fallait éviter toutes ces surtranspositions de normes européennes. Et ensuite, il faudra veiller à ce que ces normes européennes soient appliquées de la même façon dans tous les pays de l'Union européenne. Parce qu'en matière agricole, par exemple, il y a un certain nombre, on va y venir, mais il y a des normes que nous, on applique avec une rigueur que les Espagnols, par exemple, ne vont pas respecter. Et en termes de loyauté de la concurrence, naturellement, on en subit toutes les conséquences. Donc ça ne peut pas durer. Sur ce point, vous rejoignez Marine Le Pen qui a la même position, c'est-à-dire de suivre une norme qui n'est pas celle... Oui, mais alors moi, quand je suis au Parlement européen, et j'ai une collègue qui siège au groupe ENF, qui rajoute des normes. Et c'est là que je me dis qu'il y a comme un paradoxe, quelquefois, entre les élus du Front National au plan national, dans leur expression publique, comme vous, M. Canard, et puis certains parlementaires au plan européen. Parce que la proposition ce problème, on ne l'aura pas, parce que autant Emmanuel Macron sera soumis à l'Union européenne, autant nous prenons une France souveraine, libre de ses décisions, libre et indépendante. Et ce que Emmanuel Macron ne pourra pas faire. Et attendre les accords de 28 pays ou de 27 maintenant, ça nous paraît hypothétique, parce que ça va être trop poussé au calendrier. En ce qui nous concerne, c'est précisément la raison pour laquelle nous voulons quitter l'Union européenne. Pas l'Europe. Nous sommes européens, mais pour l'Europe des nations. Et pas pour l'Union européenne qui a transféré les souverainetés à une entité supranationale de fonctionnaires non élus. C'est là où on n'est pas d'accord. Mais et ça nous pose vraiment un problème à tous. Monsieur Cadenas, interrogez-vous sur nos prérogatives de souveraineté nationale. Et demandez-vous, par rapport au monde, par rapport à la mondialisation, par rapport à la globalisation, n'avez-vous pas le sentiment quelquefois
que notre souveraineté devient illusoire lorsqu'elle est exercée au plan national, au plan diplomatique, au plan militaire. La lutte contre les paradis fiscaux, croyez-vous que la France est seule pourrait y parvenir? Non, si en revanche les Européens, on a évoqué le numérique, les géants du numérique qui ne paient pas d'impôts en Europe, le contrôle des frontières extérieures, des flux migratoires, le tarissement des sources de migration. Dans les 30 ans qui viennent, nous aurons 800 millions d'Africains supplémentaires. Où croyez-vous qu'ils vont vouloir résider? Si un effort gigantesque n'est pas fait pour développer l'Afrique, globalement, seule l'Europe peut y parvenir. Et donc, trop souvent, nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore en main toutes leurs prérogatives de souveraineté, et ils donnent en spectacle leur impuissance. Et ceci est insupportable pour les citoyens que nous sommes. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout, parce que dire qu'on va protéger l'Europe avec Frontex, c'est une fumisterie. Mais je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas dit que c'est Frontex à lui seul. Frontex jusqu'à maintenant, c'est juste capable. Pour l'instant, c'est Frontex. Mais je ne laisserai pas la critique de l'Europe actuelle à Mme Le Pen. L'Europe aujourd'hui dysfonctionne. Et Emmanuel Macron entend bien se battre pour une Europe qui reprenne ses prérogatives et qui soit politiquement pilotée, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. On ne pourra rien reprendre du tout. S'il ne négocie pas les traités européens, il n'aura aucune latitude pour faire quoi que ce soit. Je vous dis que si, avec l'Allemagne, nous retrouvons une relation de confiance, la France et l'Allemagne redeviendront le couple qui entraîne l'Europe. Écoutez, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes de sécurité, le problème de l'Afrique. Des chercheurs ont déjà travaillé sur ce principe et on nous dit le problème de l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas le développement, c'est la démographie. Le problème de l'Afrique, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez en Afrique, des hôpitaux, des routes que vous voulez, les femmes font 6 ou 7 enfants par femme. Nécessairement, on sera pris par le monde. Dans tous les pays, sur tous les pays le africains. progrès économique fait baisser oui, c'est ce qu'on dit, mais là, le taux de natalité. Je pense qu'on l'avait sur le camp qui a travaillé là-dessus. Et donc l'urgence, c'est de développer l'Afrique. Oui, alors je ne suis pas contre, c'est aussi de l'opposition de développer les zones africaines et de développer éventuellement les côtes au Moyen-Orient pour empêcher l'immigration. Mais vous savez très bien qu'il y a des collusions entre certaines ONG et puis les passeurs en Libye ou en Syrie qui font venir une immigration. Et les Italiens nous l'ont dit. Alors, à partir du moment où vous ne maîtrisez pas vos frontières, vous ne maîtrisez rien du tout. Regardez le terrorisme, Abdeslam, il a passé 4 fois la frontière avec sa voiture. Oui. Franchement, on a été incapable de le contrôler. Mais ça voyez, sauf qu'on l'a arrêté, Abdeslam. Oui, enfin, mais que comme les Européens n'échangent pas leurs informations, les Belges savaient qu'Abdeslam était dangereux et qu'il devait être arrêté. Ils le savaient. Mais les Français n'avaient pas l'information. Vous venez de démontrer le besoin d'Europe, de mettre en commun nos services de renseignement. Alors, écoutez, si on va revenir un peu à un thème qu'on avait abordé. Non, mais je connais très bien le problème, puisque j'ai été 5 ans en exil au moment de la guerre, et la guerre au Kosovo a démarré comme ça. On a laissé une immigration musulmane albanaise sur le Kosovo, qui était une province historiquement serbe depuis le XVe siècle, et ça a été la guerre, parce que les Américains ont joué double jeu. Ils venaient armer les brigades moudjahidines directement en Bosnie-Herzégovine, et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait au bilan? Ils nous ont forcés à soutenir les musulmans au Kosovo, et maintenant ils ont la plus grande base militaire américaine à Bondesville. Et uniquement parce qu'ils voulaient une présence américaine. Pour éviter que les Américains jouent le double jeu, il est important que les Européens deviennent puissance mondiale. Mais vous savez que c'est pas possible, il n'y aura pas d'armée européenne. Vous faites une illusion. Qui est-ce qui fait la guerre actuellement à part la France? Les Anglais, c'est tout. Oui, mais les Allemands ne font pas la guerre, ils fournissent des dentistes, des camions, c'est tout. Les Allemands sont à l'heure pour coordonner, vous en entendrez parler dans les mois qui viennent. On a bien compris que sur l'Europe, il y aura toujours des divergences entre les deux projets. Je crois qu'il y a ce second tour de l'élection présidentielle permet la confrontation de deux visions tout à fait différentes. Vous voulez tous les deux quand même une autre Europe. Mais oui, mais pas de la même manière, mais une autre Europe. Mais depuis 25 ans, le Front National demande une Europe des nations, une Europe des patries. On est européen, on est dans le système européen, mais on n'est pas dans l'Union européenne, on refuse l'Union européenne. On est dans l'impuissance qui nous a volé nos souverainetés parce que des chefs de circonstances, pour ne pas reprendre une phrase du général de Gaulle, ont bradé la souveraineté d'une entité supranationale. On ne maîtrise rien, même nos lois. Regardez, je prends Evron, ce fameux terroriste de filière tchétchène, artificier, condamné à mort en Algérie.
La CEDH nous interdit d'expulser. Et on le garde à Évron, avec femme et enfants. On lui donne un vélo pour venir à la gendarmerie 2 fois par jour pour pointer. Ce monsieur, quand il en a marre, il s'en va. Et finalement, on est complètement impuissant. La CEDH, c'est pas l'Union européenne. Oui, enfin bon. Bah, s'il vous plaît, oui, ne confondons pas la CEDH et l'Union européenne. Les deux institutions ne couvrent pas les mêmes territoires et les mêmes pays. Alors, revenons à l'agriculture. Ah bah ça, c'est un vrai sujet européen. Voilà. Parmi les propositions de M. Macron, il y a donc un plan de transition agricole qui coûte 5 milliards d'euros et qui, sur 5 ans, et qui devrait permettre, c'est marqué dans le programme, une montée en gamme des exploitations. Qu'est-ce que ça veut bien, qu'est-ce que ça signifie, une montée en gamme des exploitations? Eh bien, c'est d'aider les agriculteurs à cibler le marché, à fragmenter le marché. J'étais la semaine passée dans le Poitou. Et on m'a emmené, parce que c'est dans ma circonscription, et que je faisais campagne aussi pour Emmanuel Macron, on m'a emmené chez un viticulteur. Et l'idée que j'avais du vin du Haut-Poitou ne plaçait pas ce vin parmi les grands vins. Et j'ai découvert un viticulteur qui avait choisi ce métier après un diplôme d'ingénieur, je crois, normal sup. Il a pris un petit vignoble, et puis il a développé des méthodes bio pour produire son vin. Il était au milieu d'un vaste ensemble qui était couvert par une coopérative. La coopérative s'occupait des matériels de vendange, des cuves pour la fermentation, ensuite la mise sous fût, la mise sur le marché, mais c'était des petits vins, chacun gardait sa marque de fabrique. Et lui a eu le génie, au contraire, d'étudier ce que pouvait être le marché, d'améliorer la qualité de ce vin, et les circonstances ont fait que cette coopérative un jour a été mise en faillite. Il a racheté les équipements, il a pu convaincre tous les producteurs de cette région d'accepter la même discipline de production bio, de renoncer aux appellations petit domaine par petit domaine, d'exporter. Et aujourd'hui, il manque de vin, il faut un vin de grande qualité. Donc c'est ça aussi qui consiste à ajouter de la valeur et d'aller à la rencontre de marché. Alors ça, c'est un marché de niche, donc en fait le plan de Emmanuel Macron, c'est de développer les niches dans l'agriculture. Développer les niches, c'est notamment d'aider les agriculteurs à s'installer avec un prêt d'honneur pour commencer. C'est aussi d'encourager les associations de producteurs. Je cite souvent l'association des producteurs du poulet de Loué, par exemple. Ce sont des éleveurs qui se sont donné une discipline de production, qui ont organisé leur communication et qui ont pu mettre sur le marché un produit de marque et de le vendre plus cher, naturellement. Le problème du regroupement des agriculteurs, c'est que bien souvent, ils se heurtent au droit de la concurrence, notamment au plan européen. Quand on se regroupe pour faire augmenter les prix, on est suspect, on peut se faire condamner. Cette législation-là est à revoir complètement. Et quand les producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissent pour augmenter le prix du pétrole, on ne les poursuit pas devant une juridiction. Donc, d'encourager les producteurs à fragmenter le marché pour déterminer quelle va être leur cible. Mais il faut par ailleurs qu'on puisse, dans le cadre européen, parce que je crois que l'agriculture attend l'Europe. Que ferait-on du lait que l'on produit en France s'il n'y avait pas de marché européen? Les Français consomment à peu près à peine 60% du lait produit en France. Donc nous avons besoin d'Europe. Mais cette Europe, elle doit aussi nous protéger. Et Emmanuel Macron n'arrête pas de le dire. Nous voulons une Europe qui nous protège, comme on l'a fait lorsque les aciers chinois ont failli faire disparaître les aciéries aux États-Unis comme en Europe. On a mis une taxe spéciale. 220% de taxe à l'importation sur les aciers chinois. Ils ont protégé leur marché, ce qu'on ne fait pas. Bien sûr, mais c'est ce qu'on a commencé à faire. J'ai rencontré récemment le patron d'ArcelorMittal qui m'a dit que ce qui a été fait avait permis de préserver la situation en Europe. Donc il faut faire la même chose. Et si on veut cette sécurité-là, il n'y a que l'Europe qui peut nous le donner. La France elle seule ne pourrait pas le faire.
car la France est bien consciente qu'elle ne peut pas se refermer sur son strict marché. Il y a un tas de productions qui cesseraient et il y a beaucoup de chômeurs. Non mais c'est pas ça, monsieur Arthuis, on ne se referme pas sur le marché, on peut vendre à l'exportation en Europe. Regardez, avant qu'on soit dans l'Union européenne, on avait des accords, on faisait du commerce avec les pays européens. L'Union européenne ne nous a pas donné un marché supplémentaire, on vendait déjà à l'extérieur. Je veux dire, quand on a fait la PAC, on était à peine autosuffisant, et c'est pour ça qu'on a fait une PAC. Oui, mais enfin la PAC, de toute manière, dans notre projet, on le francise. La PAC devient la PAC, la politique agricole française. La différence, c'est que c'est nous qui subventionnons, c'est nous qui déterminons les critères d'attribution, et c'est nous qui déterminons le montant de la subvention qui sera donné non pas aux hectares de terre, mais en fonction de la présence des gens. C'est bien jusque-là, parce que vous sortez de l'euro également. Moi, si les Français je me souviens. Si les Français oui, alors je rappelle quand même que les Français. Je rappelle quand même que les Français avaient dit non en 2005, 55%, et qu'à part un artifice de réunion de Parlement au Congrès, les hommes politiques ont trompé le peuple. Ils n'avaient pas dit non à l'euro, car ils avaient ratifié le traité de Maastricht qui instituait le passage à la monnaie unique et qui crée une union économique et monétaire. Donc, si vous sortez de l'euro, vous revenez aux monnaies nationales, et revenir aux monnaies nationales, alors que toutes nos dettes sont en euros. Ça veut dire, compte tenu des situations. En droit français. Compte tenu des situations. Non, je suis désolé, le droit français, c'est la lex monétaire. Vous remboursez dans la monnaie que vous avez, oui, la monnaie nationale. Eh bien, vous ne remboursez pas en euros ni en dollars. Vous êtes déficitaire structurellement, et que votre programme, à mon avis, ajouterait un peu de déficit, et donc de dette publique. Les 2 tiers de nos bons du Trésor sont souscrits par des investisseurs étrangers. Croyez-vous qu'ils investiraient dans des bons du Trésor français sans demander des taux d'intérêt prohibitifs, comme ils le font pour d'autres pays tels que la Grèce? S'il n'y avait pas l'euro, la Grèce ne pourrait même pas emprunter sur les marchés internationaux. Écoutez, moi j'ai beaucoup de difficultés. Et alors par ailleurs, puisque vous voulez vendre en Europe avec votre monnaie nationale, vous seriez confronté à l'instabilité des monnaies telles qu'on les connaissait avant le passage à l'euro, et aux dévaluations compétitives qui cassaient la croissance et qui faisaient du chômage. Et vous risqueriez de tuer l'agriculture. Écoutez, moi j'ai toujours beaucoup de mal à entendre des économistes qui ont été en poste depuis 30 ans, qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est, et qui finalement maintenant viennent nous donner des leçons d'économie. Alors ça, j'avoue que je suis stupéfait. Qui sont ces économistes qui ne se succèdent depuis 30 ans, sinon des gens de l'UMP ou du LR ou des socialistes, qui ont mis la France dans le mur? Ce n'est pas vous qui devez nous donner des leçons d'économie. Et comme je savais qu'on aborderait le sujet, je voudrais quand même vous indiquer qu'on trouve beaucoup de professeurs d'économie, des universitaires, qui soient pour... Permettez-moi, monsieur Arthuis. Qui soient pour l'Union européenne, qui soient contre l'Union européenne, qui soient pour l'euro, contre l'euro. On en trouvera autant. Les Français, les Mayennais, ils verront rien. J'ai une petite liste ici, 36 universitaires qui sont pour la sortie de l'euro et 200, dont 10 prix Nobel, qui sont sur Internet. Il suffit d'aller voir. Si on organisait des débats avec des économistes pro-européens et qui sont par exemple contre l'euro, on aurait une information beaucoup plus pertinente vis-à-vis de l'opinion. On nous dit, les Français aujourd'hui à 70% sont contre la sortie de l'euro. Moi je dis faux. C'était pareil en 2005, mais la différence c'est qu'il y a eu un débat, et le débat a éclairé la population. Aujourd'hui nous n'avons strictement aucun débat. Et Marine Le Pen a donné ce document à Bourdin sur, je ne sais plus si c'est RMC ou oui je crois que c'est RMC, en lui disant, mais monsieur Bourdin, vous venez d'organiser hier un débat économique avec des économistes pro-européens, mais organisons-un demain et invitez des économistes de chez nous. Mais en fait, non. Alors, on tourne en rond, pour l'Europe, contre l'Europe, on se jette des arguments sans jamais aboutir. Et ça, tenez, voilà une de liste de gens peut-être que vous connaissez, d'éminents économistes. Il y en a, M. Arthuis allait vous dire, il y a 25 prix Nobel d'économie qui disent que le point oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous trouvez des universitaires pour et des... Voilà, des prix Nobel ne sont pas des... Absolument. Pas des marchés. Donc, je n'ai pas la prétention de régler le problème maintenant, mais je veux seulement vous faire le fait que ce problème de l'euro n'est pas aussi évident que... Monsieur Cadenat, pourquoi on a fait une monnaie unique? Parce qu'on avait un marché unique. Et comme il y avait autant de monnaies que de pays, l'instabilité dans les parités monétaires créait des dévaluations compétitives. Et s'agissant de l'agriculture, on était obligé d'avoir des montants compensatoires pour ajuster ce qui revenait à chaque pays, à chaque agriculteur. C'est pour ça qu'on a créé cette monnaie unique. On n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. On n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Il faut donc renforcer la zone euro. Il faut qu'il y ait un véritable gouvernement
économique, financier, donc, encore plus de souveraineté, encore plus d'anonymat, encore plus de dilution de la France. On a partagé la souveraineté monétaire. On n'a rien partagé. Nous sommes dans la mondialisation, et tous ceux qui croient que face à la mondialisation, la France elle seule pourrait peser dans les grandes décisions qui conditionnent l'avenir du monde, je pense que cela nous mène dans le mur ou dans l'impasse. Je crois que le postulat de départ n'est pas et donc il faut renforcer cette zone euro, et c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Tirer les conséquences de ce partage de souveraineté et veiller à ce que nos législations fiscales, sociales, environnementales convergent dans l'Union européenne. Encore plus. Regardez, l'euro a perdu quasiment 25% depuis 3 ans. Avez-vous vu une différence sur votre économie? Non. Et les Français non plus. Les Français non plus. Qui a contesté? Il avait d'ailleurs, il revient au niveau qu'il avait pratiquement au moment où on a lancé l'euro. Il y a eu toute une période pendant laquelle il s'est considérablement apprécié, ouvrant un boulevard de compétitivité aux États-Unis d'Amérique. Depuis 2 ans, on assiste à un réajustement et on ne peut que s'en réjouir parce que la monnaie est un instrument de politique économique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une politique monétaire unique, mais nous n'avons pas de politique économique unique. Nous avons une addition de politiques nationales. Et ceci ne peut pas continuer. Il faut qu'on soit beaucoup plus fort. Par exemple, je pense à la Pologne. Les Polonais, on ne va pas continuer à les laisser faire n'importe quoi. Ils nous envoient leurs travailleurs et ils prennent des Ukrainiens pour travailler dans leurs propres usines, qu'ils rémunèrent à des taux dérisoires. Ceci ne peut pas continuer. L'Europe va devoir changer sur ces domaines-là. Regardez nos maraîchers, nos producteurs de légumes dans le sud de la France qui sont directement concurrencés. Je prends par exemple la fraise espagnole. Des coûts de production 3-4 fois moins importants que nous. Comment voulez-vous que nos producteurs résistent? Ils vont mourir. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Là, vous venez de signer le CETA avec le Canada. Le TAFTA, on est tranquille. Monsieur Arthuis. Mais, pardon? Monsieur Arthuis n'a pas signé le CETA. Non, moi je dis les gens qui sont dans le système européen. Ils ont signé le CETA avec le Canada. 20% de viande bovine en plus, alors que nous en produisons 5% en moyenne, avec une production de 25%. Non, pas 20%, mais en tout cas. Enfin, bon, donc ça va concurrencer directement les éleveurs. Sur ce point particulier, si on veut aider l'agriculture, parce qu'on revient à notre sujet qui était le thème de l'agriculture, nous veillerons avec Emmanuel Macron à ce que l'agriculture ne soit pas la variable d'ajustement des traités de libre-échange. Et nous veillerons à ce que tout traité de libre-échange... Le problème aujourd'hui, c'est que le traité de libre-échange, la négociation de ces traités, c'est pratiquement la compétence exclusive de l'Union européenne. Et vous savez que les députés n'ont même pas le droit d'aller consulter les documents. Attendez. Et donc, les services de la direction du commerce, ils s'engagent à des négociations. Il faut que ceci soit placé sous contrôle politique et démocratique. Et que quand on engage une négociation de traité de libre-échange, alors qu'on est le marché de 500 millions de consommateurs, donc le marché le plus important du monde, avec le pouvoir d'achat le plus élevé, eh bien on doit pouvoir faire peser un certain rapport de force conforme à nos intérêts. Et l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement. Il doit y avoir des clauses de sauvegarde pour ne pas inclure les produits agricoles dans ces traités de libre-échange. Parce que ça ne sert à rien de verser de la PAC si par ailleurs on laisse les agriculteurs partir à la faillite. Monsieur Calena, le Front National veut soutenir le fabriqué en France avec un étiquetage obligatoire. Je crois que ça a déjà été lancé. C'est-à-dire sans forcément avoir un gros succès. Pourquoi vous... Parce que non, mais il y a l'exemple australien. En Australie, ça a très bien marché. Alors, vous évoquez l'étiquetage. Effectivement, on a, c'est la proposition 129, lutter contre le... Non, c'est pas 129. Non, c'est la proposition 36. Oui, la 36, attendez voir, parce que là, on n'est plus dans l'agriculture. Enfin bon, bref, c'est l'étiquetage qui fait mention de la traçabilité de la viande, du produit, notamment de la provenance géographique, mais également du lieu de transformation, de manière à protéger un petit peu le marché. Le producteur. Voilà. Mais ça a été mis en place, ça, déjà. Oui. Ça fonctionne pas vraiment bien. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le label de qualité France. Vous savez qu'en Australie, le label australien, ça marche très bien. Alors, effectivement, donner le label Australie aux produits australiens, c'est un tout petit peu plus cher. Mais là, effectivement, les gens font preuve de patriotisme économique, entre guillemets, puisqu'ils ont plutôt tendance à acheter australien, et au bout du compte, et finalement, ça a été très bénéfique pour l'économie australienne. Donc, j'imagine qu'on devrait pouvoir... C'est très bien. C'est très bien de dire sur un produit ce qu'il est, où il a été fabriqué, dans quelles conditions les animaux ont été élevés. C'est cela que les producteurs doivent faire, c'est-à-dire mettre sur le marché des produits en précisant quel était le protocole de production, comment on s'y est pris,
et que ceci puisse intéresser le consommateur à un niveau tel qu'il accepte de payer un supplément de prix. Parce que si on se donne des règles supplémentaires pour le confort animal, par exemple, ben ça a un coût. Il s'agit de savoir qui va le payer. Est-ce que c'est le producteur ou est-ce que c'est le consommateur? Ou est-ce que c'est le distributeur? Là aussi, il faut rétablir un rapport de force mieux équilibré entre les agriculteurs, éleveurs, les transformateurs, les industriels, et puis la distribution. La distribution qui, bien souvent, exerce une sorte d'abus de position dominante. Alors justement, je crois qu'Emmanuel Macron veut rééquilibrer les zones de... Enfin, la force de chacun. Même avec les industriels, on a le cas en Mayenne d'un industriel très fort auquel les agriculteurs mayennais en veulent beaucoup actuellement. Est-ce que ce genre de groupe aussi serait visé par sa décision? Écoutez, moi je crois que les agriculteurs ont intérêt d'abord à se regrouper en producteurs, en associations de producteurs. Il ne s'agit pas qu'ils perdent leur liberté de manœuvre, mais quand même, ils ont intérêt, lorsqu'ils négocient, à être représentatifs d'une certaine force. Et donc, on doit encourager ces associations de producteurs. Plus une force économique qu'une force syndicale. Une force économique, parce qu'ils sont sur un produit donné, sur une spécialité donnée. On ne peut pas trop se disperser. Je veux dire qu'il y a des viticulteurs qui ont leurs propres caractéristiques de production et de mise sur le marché. Le lait, peut-être qu'il faudra, dans certains cas, mettre sur le marché un lait identifié comme un lait herbagé, parce que les vaches auront passé je ne sais pas combien de temps dans les prairies. Bon, je crois que c'est ça le travail des producteurs aussi. C'est pas le président de la République qui va s'occuper de ça. Ce qu'il faut, c'est que chacun, là où il est, là où il exerce, il ait suffisamment de liberté dans un cadre qui est prévisible, un cadre réglementaire qui ne soit pas une oppression et un corset, et que dans la transparence, ces producteurs, ces professionnels puissent conduire des conditions dans lesquelles ils vont produire et créer un rapport de force avec le transformateur et avec les distributeurs, et parler aux consommateurs. Alors pour conclure, parce qu'on arrive à bout d'une heure déjà, si vous me permettez, il y a deux petits points courts que je voudrais évoquer, et c'est notamment les produits importés en matière agricole, mais qui ne respectent pas les normes françaises en matière sanitaire, environnementale ou bien-être animal. S'ils ne respectent pas les normes, ils ne doivent pas arriver sur le territoire. Et alors ça, c'est un des points. Et le second point, c'est que dans notre proposition, on veut aussi avoir un geste vis-à-vis du bien-être animal. Et interdire purement et simplement les abattages d'animaux sans étourdissement préalable. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça, c'est deux points sur lesquels il faudra évidemment que les gens réfléchissent. Sur l'importation, Macron a la même proposition. Il faut les mêmes normes. Visiblement, il a lu. Bien sûr, évidemment. Donc, évidemment. Donc voilà, nous en regardant les programmes, en lisant les deux programmes, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les deux candidats veulent beaucoup investir. Il y a beaucoup d'argent qui vont être sortis. On nous dit à longueur de temps qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comment vos deux candidats financent tout ce qu'ils ont promis? Monsieur Cadenas, peut-être pour commencer. J'ai dit qu'en matière d'économie, on avait des gisements potentiels. Je les ai notés parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai parlé, effectivement, on a un projet initial de 70 milliards d'économies. D'abord, on a évoqué la réforme territoriale, parce que je rappelle quand même que nous souhaitons supprimer les régions, les intercoms, etc., ramener les parlements à moins de parlementaires, le Sénat exactement, réduire les niveaux administratifs. Et là, on a des gains potentiels, parce que je rappelle quand même que les intercoms, les régions, c'est des voitures, c'est des bureaux, c'est des bâtiments, etc., c'est de l'argent. Donc là, il y a des gisements d'économie possibles. On évalue ça à peu près 10 milliards. Le budget de l'eau, c'est 9 milliards. Je rappelle quand même qu'on donne 22 milliards tous les ans. Les rétributions communautaires nous en ramènent 13. On perd 9 milliards tous les ans à cause de l'euro, de l'UE. On a éventuellement la fraude fiscale qui a été évaluée à plusieurs dizaines de milliards, la fraude sociale 20 milliards, l'immigration, et en plus on a pris l'estimation de l'OCDE. L'OCDE dit 10 milliards. Nous disons, on a pris celle de l'OCDE, mais nous on dit plus près de 50 à 60 milliards que de 10 milliards. Ça, c'est encore des possibilités. Et puis, évidemment, la réforme du droit d'asile, etc. Moi, je pense qu'on peut avoir des gisements d'économie. Et évidemment, c'est éminemment politique. Moi, je veux bien comprendre que M. Arthus ne soit pas d'accord ou soit contre. Ça, je peux comprendre. Mais parce que la position politique n'est pas la même. Et là, effectivement, Marine voulait rencontrer Macron. Pourquoi? Parce que c'est effectivement... Ils vont se rencontrer la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. C'est le 3 mai, oui, effectivement. Mais je pense que c'est vrai,
deux visions de la politique française pour l'avenir. Une vision comme la nôtre qui veut retrouver ses marques de souveraineté, législative, monétaire, législative, territoriale, comme on le dit à chaque fois, ce qu'on a perdu avec l'Union européenne. Alors que Emmanuel Macron avait effectivement une France ouverte, moi je dirais même grande ouverte. Grande ouverte aux flux migratoires, grande ouverte aux flux de délinquance, grande ouverte au terrorisme, soumise à l'Union européenne, alors que nous voulons une France libre, souveraine, indépendante, dans laquelle les prises de décision soient nous qui les prenons et non pas des personnes qui sont des fonctionnaires nommés. Voilà ce que je veux dire. Et donc de ce point de vue-là, les Français vont être mis devant l'alternative. Soit vous voulez la France d'Emmanuel Macron, qui en fait n'est plus vraiment une France, parce que quand Emmanuel Macron nous dit « nous sommes les patriotes contre les nationalistes », pardonnez-moi, mais j'ai envie de rire, des patriotes qui bradent la souveraineté nationale. C'est quand même pas des patriotes, ça. Ce sont des gens, qu'on me dise, un patriotisme européen, à la limite, je pourrais encore le comprendre, mais un patriote français... Vous allez comprendre l'objectif. C'est que vient un moment où la souveraineté à laquelle vous faites référence devient illusoire du fait de la mondialisation, car ce monde est dangereux. Pourrait se déclencher demain une crise financière qui serait un véritable tsunami à l'échelle de la planète. La dégradation des climats, s'il n'y est pas porté remède, un jour la vie pourrait devenir impossible sur la Terre. On a évoqué l'immigration, on a évoqué l'impérialisme des groupes américains du numérique. Nous devons prendre conscience que la France, si elle restait seule, pèserait peu et ne serait plus en mesure d'exercer sa souveraineté. En revanche, comme on l'a fait pour la monnaie, en partageant cette souveraineté, démocratiquement, parce que le peuple y est associé, on garde l'effectivité de cette souveraineté et on cesse de raconter des histoires à nos concitoyens. On cesse de les bercer d'illusions et on se donne les moyens de retrouver notre place dans l'histoire. Alors que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est de sortir de l'histoire. Je peux vous poser une question, croyez-vous que si la France sort de l'UE, il y a encore de l'UE? Il n'y a plus d'UE si la France sort de l'UE. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui reste? Et pourquoi on a fait ce qu'on faisait d'habitude? On commerce avec les pays. Et pourquoi on a fait l'UE? Pourquoi on a fait l'UE? Vous voyez bien, vous qui êtes ancien militaire, vous voyez bien que les grands États continents s'arment puissamment. L'Inde, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique. On a beaucoup cru, vous parliez de l'ambiguïté des Américains au Kosovo, mais si on veut ne plus dépendre de l'ambiguïté des Américains, encore faut-il qu'on retrouve notre propre autonomie par rapport aux États-Unis d'Amérique et que l'on convienne d'un minimum d'action. C'est la raison pour laquelle il faut sortir du l'élection du président Trump aux États-Unis devrait nous aider à prendre conscience de nos responsabilités et des enjeux que nous devons assumer. Alors, comment va-t-on faire des économies? Emmanuel Macron insiste sur l'exigence qu'il posera à ses ministres de faire des économies. Ça veut dire passer moins de temps dans la communication et mettre les mains dans le cambouis. Je vous fais observer que jusqu'à une période récente, au lendemain des arbitrages budgétaires, vos collègues journalistes louaient ceux des ministres dont le budget avait progressé de 5, 6 ou 7%. Et n'avaient pas de mots assez forts pour stigmatiser ceux des ministres dont les budgets étaient revus à la baisse. À ce petit jeu-là, on a fait exploser les finances publiques. Il faut y mettre de la rigueur. C'est une question de gouvernance et de méthode. Et donc de rendre les responsabilités au terrain, de sortir de toutes ces réglementations, de ces circulaires administratives qui envahissent les mairies. On rend le pouvoir aux acteurs de terrain. On leur redonne des marges de liberté et de responsabilité. Ceci doit avoir pour conséquence de réduire aussi le nombre des fonctionnaires. Et Emmanuel Macron a posé le principe qu'on devrait réduire les effectifs d'au moins 100 000. Oui, mais et ceci, fonctionnaires, fonction publique territoriale ou fonction publique d'État? Dans l'ensemble des fonctions publiques, il s'agira ensuite de faire des priorités, de revoir peut-être certains services. Ceci appelle une vraie gestion. Ceci suppose qu'on ait des instruments de lucidité et que les politiques soient les pédagogues. Il ne s'agit pas d'être dans l'idéologie. C'est en cela que ni droite ni gauche trouve toute sa pertinence. On a vu des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche échouer dans la mise en œuvre de politiques. Parce que vous considérez que la droite et la gauche sont différentes?
Moi, je sais pas. Du tout. Je dis simplement, je vois bien quels sont les extrêmes. Et d'ailleurs, j'observe que les extrêmes de gauche et de droite ont pratiquement les mêmes programmes. Non, vous savez, M. Arthur, notre Alors programme, qu'il y a, c'est celui alors qu'il y a un vaste, du RPR des années 70. alors qu'il y a un vaste espace central pour rassembler les Français. Et l'objectif, c'est pas de faire gagner la gauche ou de faire gagner la droite, c'est de faire gagner la France et redonner confiance et espoir à tous nos concitoyens. Dernière question. Si la première mesure que doit prendre le président Macron s'il est élu, la première mesure de réforme qu'il doit prendre? D'abord, la moralisation de la vie politique. Il s'y est engagé et ce sera l'un des premiers textes qui viendra en discussion devant le Parlement et, je l'espère, la majorité qui le soutiendra. La loi pénale. Alors, à cet égard, il est question de réduire le nombre de parlementaires d'un tiers, réduire d'un tiers le nombre de députés et d'un tiers le nombre de sénateurs. Et même un projet qui nous a été un peu copié, mais enfin. Et pour Mme Le Pen, c'est quoi la première réforme? Immédiatement rétablissement des frontières de Schengen. Alors je rappelle que c'est pas fermeture des frontières, c'est contrôle et maîtrise des frontières. Étant entendu que pour les flux vous voulez vraiment vider la mer avec une petite cuillère. Non, non, absolument pas. Vous savez, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, j'ai connu les frontières partout, que ce soit en Extrême-Orient, en Afrique, en Europe de l'Est, n'importe où. Et par ailleurs, un point majeur, c'est qu'on ne pourra plus modifier la Constitution autrement que par la voie référendaire. On ne pourra plus rassembler des professionnels de la politique pour contredire la voix du peuple. Autrement dit, ce sera également, au niveau de la réforme constitutionnelle, le fait d'avoir recours au peuple. Et par ailleurs, une extension de l'article 11, exactement l'article 11 pour les référendums, ne permet que des questions sur la politique générale, et nous l'étendrons au point de société, etc. Et évidemment, le référendum d'initiative populaire, parce que vous avez compris que nous nous mettons pour le peuple, derrière le peuple, au nom du peuple. Et ce qui explique que Marine, sur son affiche de campagne de deuxième tour, elle est inscrite « Choisir la France ». Donc, et là, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Et Macron a un projet que nous mettrons en œuvre ensemble. Et la souveraineté en France, elle est populaire. Ce sont les citoyens qui détiennent le pouvoir. Ils l'exercent à l'occasion des élections. Et les élus, à quelque niveau que ce soit, doivent rendre compte de leur gestion, de leur administration, du mandat qu'ils ont exercé au nom du peuple français. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait 1h15. On aurait pu être plus long. François Vergue, qui dirigeait le RAID. Oui, À mon avis, il y a 60 ans, il dirigeait pas le RAID. Il dirigeait de loin. C'est un professionnel qui, 60 ans, dirige pas le RAID. On cornaque le RAID et on le fait.